pas vous, mais moi je trouve que la Sorbonne nous saoule avec la hardiesse de la littérature moderne. Est-ce que vous trouvez, vous, que la littérature exprime vraiment la société? Vraiment? Non, non, la littérature n'exprime pas la moitié, je dis bien la moitié des crimes commis tous les jours, impunément et mystérieusement dans la société, c'est possible. Oui. Demandez à tous les psys, qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eu, s'ils pouvaient raconter toutes les histoires qu'on leur coule dans l'oreille dans l'intimité de leur cabinet. Demandez-leur surtout le nombre de petits crimes qu'on leur murmure, des crimes sexuels surtout, enterrés au sein des familles, des entreprises et des groupes en toutes sortes, de toutes sortes. Excusez-moi si je puis me permettre, personnellement, je n'ai rien entendu. Aucun récit qui est tiré d'une situation aussi forte, d'une moralité vraiment tragique. Oui, mais c'est parce que la littérature moderne n'a jamais osé les histoires de Mira, d'Agrippine ou d'Oedipe, mais qui sont des histoires, mais croyez-moi, toujours et parfaitement vivantes. Parce que je sais pas vous, mais pour ma part, j'ai jamais vécu dans un autre enfer que l'enfer social. J'en connais, moi, des Mira, des Agrippines et des Oedipe, mais bon, ça ne se passe jamais comme au théâtre, ni comme dans l'histoire, évidemment. Ah bah non, toujours sur les surfaces sociales, hein, les précautions, les peurs ou les hypocrisies. Oui, et puis, vous, monsieur, oui, vous ne connaîtriez pas dans Paris un monsieur un tel ou une madame une telle qui aurait fait ceci ou cela. Allez, oui. Non? Ça, allez, on en connaît tous, hein, allez. Ah oui. Ah oui, non, vraiment, ouais, non, je crois que la littérature n'est pas à la hauteur de la réalité. Non, ouais, ça c'est... Enfin... Pourtant, si on était vraiment hardi, c'est ces histoires-là qu'il faudrait raconter. Ce qu'il faudrait, moi, je pense, c'est un historien romancier. Bon, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est ce qu'il faudrait parce que le roman, c'est l'histoire des mœurs, traduire un récit, un drame, et l'histoire aussi, quelquefois. Oui, sauf que le roman met ses mœurs sous le couvert de personnages d'invention, et que oui, l'histoire donne les noms et les adresses. Et surtout, le roman, il creuse plus loin que l'histoire. Allez, le roman, il a un idéal, ce que l'histoire, elle n'a pas, elle est bridée par la réalité. Mais bon, il y a quand même une autre défaillance à laquelle la littérature doit faire face dans notre monde moderne. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que l'extrême civilisation enlève au crime son effroyable poésie. Et elle empêche donc à l'écrivain de la restituer. Oui. Les crimes de l'extrême civilisation sont encore plus atroces que les crimes dits de l'extrême barbarie, en ce sens qu'ils sont plus sophistiqués, plus corrompus, et ils atteignent un degré d'intellectualité que les crimes barbares n'ont pas. Oui. L'Inquisition. L'Inquisition le savait bien, ce tribunal de la pensée. L'Inquisition savait que les crimes spirituels étaient les plus grands. Et d'ailleurs, elle les châtiait comme tels. Effectivement, ils sont plus atroces en ce sens qu'ils touchent à la pensée. Et la pensée, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Oui, donc il y a, pour le romancier, tout un genre de tragique inconnu à tirer de ces crimes qui sont plus intellectuels que physiques, où le massacre ne se fait que dans l'ordre des sentiments et des mœurs. Et c'est ces histoires qu'on a décidé de vous raconter ce soir, l'histoire d'une vengeance de la plus épouvantable originalité. Un crime civilisé, enfin, dont rien n'appartient à l'invention de celle qui le raconte. Ne serait-ce que la manière de le raconter, évidemment.
Un soir de 1846, ou peut-être de 1847, un jeune homme bien mis, bien né, s'enfonce dans la rue basse du Rempart, cette espèce de ravin sombre où on se risquait à peine le jour, ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu. Non, mais non, faut rien comprendre. Cela n'a pas commencé comme ça. Je rentre de voyage. Oui. Après avoir parcouru la Grèce et une partie de l'Asie à la recherche des plus admirables créatures de ces pays. Et à la recherche d'une image. Sans doute. Et là, j'ai longuement dîné au café de Paris. Je suis adossée contre la balustrade de chez Tortoni. Oui, désœuvré, là d'avoir trop dîné. Désœuvrée. Je guine les femmes qui passent. Ouais, élégant comme il est, il a sûrement rendez-vous, hein. Il attend une femme. Oh, diable les femmes! Je remarque une créature qui a passé plusieurs fois devant moi. Oui, enfin bon, la démarche provocante et la toilette voyante de cette créature signale la fille, la prostituée. Cette femme, trop voyante, et le tortillement de sa démarche sont d'évidentes étiquettes, sans doute. Ce que vous ne voyez pas et que je vois, c'est qu'elle est d'une telle beauté qu'on peut se douter de comment cette beauté ne l'est pas classée plus haut. Ce que j'ai vu ou cru voir lorsqu'elle passe devant moi m'inspire une curiosité pimentée de convoitise. Là, vous voyez, elle repasse. Et enfin, cette excavation en contrebas se prolonge de la rue de la Chaussée d'Antin à la rue Caumartin. On s'y risque à peine le jour, mais on n'y va même pas la nuit. Ah oui, c'est le diable, le prince des ténèbres. Ça doit être l'une de ses principautés. Une aventure vulgaire, me direz-vous. Je n'ai peur ni horreur d'aucune sensation, surtout nouvelle. Je me mettrai à la lessive demain. Il y a une autre raison de la suivre que cette souveraine beauté. C'est qu'elle ressemble à s'y méprendre. Ah, donc elle est une ressemblance pour toi, hein? Ça, elle te rappelle une autre femme vue ailleurs. Enfin, tu es sûr que ce n'est pas elle. Ici, c'est impossible. Impossible. Les beautés se ressemblent, la beauté est une. Elle m'agace. Elle me pique au vif. Là, c'est la 3e fois qu'elle passe. Elle m'attend, cela m'amuse. Il va mettre ses pas dans les pas de cette créature exagérément cambrée, comme on en fait peu en France, et plus fière que la reine de Saba du Tintoret. Car c'est un libertin, hein, très complexe et fortement intellectualisé. C'est espagnol. C'est espagnol.
croyais que j'allais prendre la rue de la Chaussée-d'Antin. Mais vous vous enfoncez dans la rue basse du rempart. Là-dedans, La honte du boulevard de ce temps. Oh, mais tu ne vas pas me suivre là-dedans. pourquoi pas? Où me conduisez-vous? Oh, tu auras peur de rentrer dans cette immondice. Vous êtes espagnol. Si. Tu viens? Ton. Ta voix déjà rauque et ce tutoiement si divin. Par Dieu, si je viens, oui. Comme si tu pouvais t'en douter. Où me conduis-tu? Au bout de ce sinistre passage, une seule maison, horrible, avec la classique porte entrebâillée des mauvais lieux. Les deux griffes de bronze illuminent la porte d'un faste étrange. Et sur cette porte, la carte où les filles comme moi mettent leur nom. Et pourquoi tenir compte de ta carte ou de ton nom puisque je t'accompagne? Viens. Cette fille, elle aura lu quelques romans. Et elle aura eu la fantaisie de mettre là où on ne l'aurait jamais soupçonné un joli appartement rempli de voluptueuses coquetteries. Tu es véritablement splendide. Cette ressemblance qui m'avait frappée au boulevard, tu l'as toujours en pleine lumière. Seulement, celle à qui tu me fais penser n'avait pas sur ce visage cette expression de fierté résolue. Est-ce le diable qui t'a donné cet air terrible? Tu es troublé? Prépare un crime? Ah. Tu es Judith du tableau du Vernet. Tu ne connais pas cette voix. C'est une héroïne biblique. Aussi moderne. Et moi, je serai ton tyran, ton holopherne. Je te fais peur. Ah, t'as encore fait pour l'amour. À la taille de ton métier, mais n'a pas l'amour. Allez, prends. Tu m'impressionnes, tu sais. Il ne te manque plus qu'un sabre entre les main. Tu as peur de mourir dans mes bras? C'est l'implacabilité de ton visage et, par hasard, l'implacabilité de l'amour. Oh, quel bonheur pour nous ce soir. Je t'achète pour 2 heures. Ah, je te plais donc. Laisse-moi aller ôter tout cela. Cette fille, elle n'est pas Messaline. Il ne faut pas chercher la poésie là où elle n'est pas. Tu es une gladiatrice. Prête au combat. Tu me provoques. Ah, ce visage.
vois pas, mais... Je te vois plus, mais c'est pire! Je rêve une scène. Je rêve. C'était... Ausencia en todo veo. Ausencia en todo escucho. T'es comme la courtisane. La courtisane qui sans toi, mais moi. Ausencia en todo veo. Je ne suis pas un saint et... Ausencia. C'est la fringale. Escucho. Ausencia en todo siento. Ce jeu, Ausencia. il est délicieusement indécent. Ausencia. Allez, crie! Ausencia. Ausencia en todo Je ne peux pas être comme ça avec tous les clients qui rentrent ici. Hein? C'est moi qui t'inspire, c'est moi qui te donne du plaisir. Hein? Ausencia. Ah oui, à chaque caresse, tu te consommes, on dirait que tu vas mourir dedans. Ah, cette poitrine, ces hanches, ces cuisses. Ausencia. Je suis ton maître. Ausencia. Regarde donc! Regarde! Regarde donc, regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Montre-moi ce portrait. Tu ne peux pas être jaloux d'une putain comme moi. Tu veux le voir? Tu veux le voir? Tu veux le voir? Ouais, tu veux voir. Tu veux le voir, hein? Eh bien, regarde. Où as-tu pris cela? Pris. C'est bien lui, Paul Diaz, qui me l'a donné. Qui lui? Ton amant, sans doute. Tu l'auras trahi, il t'aura chassé, il t'aura roulé jusqu'ici. Ce n'est pas mon amant. Peut-être que ce n'est les plus, mais tu l'aimes encore. Je l'ai vu tout à l'heure dans tes yeux. Alors tu ne connais donc rien, ni à l'amour, ni à la haine. Aimer cet homme, mais je l'exècre, c'est mon mari. Ton mari, Oui. Mon mari. 3 fois Le duc, plus grand seigneur des Espagnes. 4 fois marquis, 5 fois comte. Grande d'Espagne. Je suis la duchesse d'Arcos de Je Sierra suis la Leone. duchesse d'Arcos de Sierra Leone. je vous crois. Je vous crois que je vous reconnais. Vous, l'image, l'idéal, l'image que j'ai tant cherchée, hein, en Orient et partout dans le monde. Excusez-moi, mais pourquoi vous perdre ainsi? Je vous ai vu il y a 3 ans, Saint-Jean-de-Luz. Ah, alors j'étais alors dans toutes les ivresses de la vie, et à présent, à présent, je ne suis plus que dans l'ivresse de la vengeance. Et je la ferai assez profonde pour y mourir dans cette vengeance. Comme les mosquitos de mon pays qui meurent, gorgés de sang dans la blessure qu'ils ont faite. Vous ne comprenez pas, mais je m'en vais vous faire comprendre. Vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas tout ce que je suis. Voulez-vous le savoir? Voulez-vous savoir mon histoire? Le voulez-vous? Moi, j'aimerais le dire à tous ceux qui montent ici. J'aimerais le dire à la terre entière. J'en serais plus infâme, mais j'en serais mieux vengée. Dites-la. Oui. J'ai voulu bien des fois raconter cette histoire à tous ceux qui montent ici, mais ils ne montent pas, disent-ils, pour écouter des histoires. Insultants, moqueurs, indifférents, ils me traitaient de menteuse ou bien de folle, tandis que vous me croirez. Vous m'avez vue à Saint-Jean-de-Luz, dans toutes les gloires d'une femme heureuse, portant comme un diadème ce nom de Sierra Leone, que je traîne maintenant
Il se pique de n'avoir dans les veines que ce sanglé azul dont les cuvées irassent, dégradées par des mésalliances n'ont maintenant que quelques gouttes. Don Cristóbal, Durdacos de Sierra Leone, ne s'est pas lui mésalliant en m'épousant. Je suis une tous les Clémata, de l'ancienne maison des tous les Clémata, race qui finit en moi, bien digne de porter ce nom de tous les Clémata, tout brûlé, car je suis brûlée à tous les feux de l'enfer. Mon mariage avec le duc de Sierra Leone fut une affaire de race à race. Ni de son côté ni du mien, il n'entra de sentiment dans notre union. Élevé dans la terrible étiquette des vieilles maisons d'Espagne, la dure et compressive étiquette qui empêcherait les cœurs de battre si les cœurs n'étaient pas plus forts que ce corset de fer. Et je fus un de ces cœurs-là. J'ai aimé Don Esteban. Avant de le connaître, mon mariage sans bonheur de cœur, j'ignorais même que j'en eusse un, était la chose grave qu'il était autrefois dans la cérémonieuse et catholique Espagne. Le duc de Sierra Leone était trop profondément espagnol pour ne pas avoir les mœurs du passé. Trop fier, trop sombre pour vivre ailleurs que dans ces terres. Il habitait un château féodal et il s'y montrait dans toutes ses habitudes encore plus féodales que son château. Je vivais là, près de lui, entre mon confesseur et mes caméristes. Mais j'avais été élevée pour être celle que j'étais, l'épouse d'un grand seigneur espagnol. La solitude dans laquelle je vivais ne pesait point sur mon âme, tranquille, comme les montagnes de marbre rouge qui entourent Sierra Leone. Et je ne soupçonnais pas que sous ces marbres dormait un volcan. J'étais dans les limbes d'avant la naissance, mais j'allais naître et recevoir d'un seul regard d'homme le baptême de feu. Don Esteban, marquis de Vasconcelos, de race portugaise, cousin du Jules vint à Sierra Leone. Et l'amour, que je n'avais vu qu'à travers des livres mystiques, me tomba sur le cœur, me tomba comme un aigle qui tombe sur un enfant pour l'enlever et qui crie « Ah !» Et je criais aussi. Je n'étais pas une Espagnole de vieille race pour rien. Et mon orgueil s'insurgea contre cet amour que je ressentais en la présence de ce dangereux Esteban. Je le dis au duc. Je lui dis de le congédier pour une raison ou pour une autre, de le faire partir au plus vite du château. Mais le duc me répondit, il n'oserait. C'était le mépris du destin. Ce mot me jeta à Esteban.
son nom Cristobal. Je ne lui devais que ma vie. Et ma vie, il l'aurait très certainement prise en mettant à la porte de son château Don Esteban comme je le voulais. Je m'étais exposée à cette terrible chance. Mais puisque lui, mon mari, ne m'avait pas comprise, puisqu'il lui semblait impossible que Vasconcelos éleva les yeux et son hommage jusqu'à moi, je ne poussais pas plus loin l'héroïsme conjugal face à un amour qui était déjà devenu mon maître. Croyez-moi ou alors ne me croyez pas, ce fut à la fois un amour brûlant et chaste, un amour chevaleresque, romanesque, presque idéal, presque mystérieux. Si les anges devant le trône de Dieu devaient s'aimer, ils s'aimeraient sans doute comme nous nous aimions. Quelquefois, ce bonheur immense nous inondait au point de nous faire mal, et nous désirions alors mourir l'un pour l'autre, ou alors l'un avec l'autre. Et nous comprenions alors les mots de Sainte Thérèse. Je meurs de ne pouvoir mourir. Je suis maintenant la dernière des créatures souillées. Du fond de l'abîme d'horreur où je me suis volontairement plongée. Je me rappelle à chaque instant, pour mon supplice, ces délices divines de l'amour pur dans lesquels nous vivions. Perdus, éperdus dans l'innocence de cet amour sublime que Don Cristobal n'eut pas grand-peine à voir que nous nous adorions. Il ne nous surprit pas. On ne surprend que ceux qui se cachent. Nous ne nous cachions pas. Cela alluma sa jalousie. Et quelle jalousie, cela creva enfin les yeux à son orgueil, cette splendeur d'amour. Ah, Esteban avait osé. Et moi aussi. Depuis que nous nous aimions, lui, à mes pieds, comme au pied de la Vierge Marie. Tout à coup, le duc entra, avec deux noirs qu'il avait ramenés des colonies. Nous ne l'aperçûmes pas dans la contemplation céleste qui enlevait nos âmes en les unissant. Quand soudain la tête d'Esteban tomba lourdement sur mes jambes, il était étranglé. Ce fut la foudre par la rapidité. Mais la foudre ne tua pas. Je ne m'évanouissais pas. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Je restais muette, rigide, pétrifiée face à ce corps d'Esteban. Esteban, étranglé, gisait là, à mes pieds, la poitrine fouillée, le cœur fouillé. J'ai eu le sentiment d'avoir le cœur qui m'était arraché. Et là, c'était à Esteban qu'on l'arrachait. Et à ce moment-là, je me jetais à eux. À mon tour, je voulais mourir de la même mort. Et je tendis ma tête à les glacée. Ils allaient me la prendre. On ne touche pas à la reine, dit le duc, cet orgueilleux duc, et il les fit reculer en les fouettant de son fouet de chasse. Non, vous vivrez, madame, mais pour penser toujours à ce que vous allez voir. Et il siffla, deux énormes chiens accoururent. Qu'on fasse manger le cœur de ce traître à ces chiens. À cela, je ne sais quoi.
fois se redressa en moi. Alors, vache-toi mieux. C'est à moi qu'il faut le faire manger. Il resta comme pétrifié face à une telle réponse. Tu l'aimes donc furieusement. Ah, si je l'aimais. Mais je l'aimais d'un amour qui venait d'exaspérer. Je l'aimais à n'avoir ni peur, ni dégoût de ce cœur sanglant encore chaud de moi, tout plein de moi. Je l'aurais mis dans le mien de ce cœur. J'aurais communié avec lui comme avec une hostie. Je le suppliais à genoux. Je voulais épargner à son noble cœur adoré cette profanation, sacrilège. La vue d'un tel amour rendit le duc implacable. Ces chiens dévorèrent le cœur d'Esteban. Je le leur disputais. Ils me mordirent et me couvrirent d'affreuses morsures. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes certainement pas le premier parmi tous ces hommes à être venu ici. Et cependant, vous avez cru, il n'y a qu'un instant, que j'étais encore une créature humaine, que j'avais encore une fibre qui vibrait en moi, et il n'y avait que l'idée de venger Esteban du monstre dont voici l'image. Ah, quelle exécrable image! Je me l'enfonçais dans les yeux pour mieux bondir sous vous tout à l'heure quand vous me teniez. Ce portrait, c'était comme si c'était vous. C'est comme si c'était lui, à travers ses yeux peints. Que de fois je lui ai dit, regarde donc, regarde! Ma vengeance, vous savez maintenant ce qu'elle est, ma vengeance. Je l'ai choisie parmi toutes, comme on choisit le poignard qui doit le plus faire souffrir, le cri dentelé qui doit le mieux déchirer, l'être arboré que l'on tue. Et le tuer, cet homme, et d'un coup, je ne voulais pas, avait-il lui tué d'un coup d'épée Vasconcelos comme un gentilhomme? Non, il l'avait fait tuer par ses valets. Il avait jeté son cœur au chien et son corps dans un charnier. Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais su. Il fallait quelque chose de plus lent. Une vengeance plus cruelle. D'ailleurs, le duc était brave. Il n'avait pas peur de la mort. Les Sierra Leone l'avaient affronté durant des générations en vain. Mais son orgueil, son terrible orgueil, quand il s'agissait de déshonneur, était immense. Je savais qu'il fallait salir son nom, qu'il fallait le faire devenir une honte, le traîner dans la boue, le faire devenir une immondice, un excrément. Et voilà. Voilà ce que je suis devenue. Une fille publique. La fille Sierra Leone qui vous a raccroché tout à l'heure. Il le sait, lui, le duc, ce que vous êtes devenu. S'il ne le sait pas, il le saura un jour. Je veux mourir, ou meurent les filles comme moi. Rappelez-vous, il fut un homme sous François Ier qui alla chercher chez une de mes pareilles une effroyable et immonde maladie qu'il donna à sa femme pour en empoisonner le roi dont elle était la maîtresse. Et c'est ainsi qu'il se vengea des deux. Je ne ferai pas moins que cet homme-là. Avec ma vie ignominieuse de tous les soirs, il arrivera bien que la putréfaction de la débauche saisira et rongera la prostituée et qu'elle ira tomber par morceaux dans quelque honteux hôpital et... Oh alors, la vie sera payée. Alors, il sera temps que le duc de Sierra Leone apprenne comment sa femme, la duchesse de Sierra Leone, aura vécu et comment elle meurt
cela. Reprenez cet argent. Qui sait, je suis peut-être plus riche que vous. L'or n'entre pas ici. Je ne l'accepte de personne. Je ne suis qu'une fille à 100 sous. Ce fut la dernière fois que j'ai vu la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Ce soir-là, je rentrais chez moi dans une situation si troublée que j'en avais presque honte. Je voulais rester chez moi. Et je suis restée chez moi pendant des semaines et des semaines, calfeutrée contre les choses et les distractions de dehors, tête à tête, avec les émotions et les souvenirs de cette soirée que je voulais savourer comme un poème étrange et tout-puissant, auquel d'ailleurs je n'ai rien vu de comparable, ni dans Byron, ni dans Shakespeare, mes deux poètes favoris. Un an plus tard, j'ai appris de la mort de la duchesse d'Arcos de Sierra Leone à la Salpêtrière, comme elle avait prévu. Consommée jusqu'aux os par la syphilis. Sur sa tombe était inscrit Sigi Sancia Florencia. Concepción de Turre Cremada, duchesse d'Arcos de Sierra Leone, fille. Repentie. Requiescat in pace. Repenti, ce fut rajouté par le prêtre.